Bonjour, merci à toutes et à tous de vous être connectés pour ce temps d'échange. Vos questions sont légitimes et nous allons essayer, avec le docteur Favier, que je remercie de sa présence, de vous répondre. Depuis 2 ans, nous avançons tous en fonction de l'évolution des connaissances sur le virus, sur les vaccins, ce qui conduit à des changements rapides de stratégie, de vaccination, de dépistage, d'isolement. Et tout cela engendre chez nous tous beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi l'ARS a voulu faire un point avec vous, parents, sur l'épidémiologie chez les enfants, la vaccination, les connaissances actuelles. Quelques mots sur l'épidémiologie. Vous avez tous vu dans les journaux que l'épidémie s'améliore en France. Vous allez avoir un petit graphique qui arrive. La circulation virale s'améliore dans toutes les régions. Un petit peu moins vite en Nouvelle-Aquitaine, sans doute du fait que nous avons commencé à être infectés plus tardivement que les autres et que probablement nous n'avons pas la même immunité, de groupe notamment. Mais si vous regardez les chiffres, on a un taux d'incidence qui est largement au-delà de 3000 cas pour 100 000, ce qui représente plus de 10 fois ce qui s'était passé pendant la deuxième vague. Et grâce au vaccin, notre système de santé a pu résister. Vous voyez que parmi les personnes les plus infectées, on a les enfants les plus jeunes. Le vaccin a donc joué un rôle protecteur important. Et si vous vous remettez 2 ans auparavant, on aurait été très content de se dire qu'on avait un vaccin et c'est une grande chance pour nous d'avoir réussi à avoir un vaccin aussi rapidement. La politique vaccinale se construit toujours dans la balance bénéfice-risque. On peut passer dans la diapo d'après. Et pendant longtemps, on a cru que l'épidémie ne touchait pas les enfants et en plus on n'avait pas de recommandations vaccinales, on n'avait pas surtout de données scientifiques et donc pas de recommandations vaccinales. Aujourd'hui, on connaît un peu mieux l'impact de cette épidémie sur les enfants. Vous avez vu qu'ils sont nombreux à être contaminés, nombreux à être hospitalisés. Et puis, on a la grande chance d'avoir des connaissances scientifiques de plus en plus solides grâce aux pays qui ont commencé la vaccination avant nous. Cependant, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en France, alors qu'on a une excellente couverture vaccinale chez les adultes, une non moins excellente couverture chez les adolescents, on voit que cette vaccination a beaucoup de mal à démarrer chez les enfants de 5 à 11 ans. Vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, seuls 4,7% des enfants ont reçu leur première dose. C'est très comparable à ce qu'on trouve sur le reste de la France. 2,3% qui ont reçu 2 doses. Alors que si vous regardez ce qui se passe chez nos pays voisins, on voit que plus de 55% des enfants espagnols sont vaccinés, 34% en Italie, 19% en Allemagne. Et donc, nous sommes là pour vous apporter des connaissances pour que vous puissiez faire un choix éclairé. On a, diapo suivante, quelques connaissances apportées par les publications scientifiques. On pense que cette vaccination va réduire le risque de l'infection, en tout cas qui diminue le temps de la contagion. On parlera tout à l'heure du fameux syndrome PIMS. Et puis, on sait que ce vaccin protège des formes graves et protège du syndrome PIMS. Et donc, de ce fait, devrait réduire le taux d'hospitalisation chez les enfants. Et pour cela, je passe la parole au docteur Favier. Bonsoir à tous. Je suis ravie de partager ce temps avec vous pour discuter ensemble donc, de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le SARS-CoV-2. Si vous voulez, je connais le début de mes diapositives. Est-ce que les gens les voient ou pas? Non. D'accord. Je peux attendre. Hein. Fichier. On a un petit problème technique, mais ça va s'arranger très vite. Sachant que si vous voulez, parce que la première diapositive est facile, en premier, la question que je posais, c'est pourquoi faudrait-il vacciner les enfants? Pourquoi vacciner mon enfant contre le SARS-CoV-2, donc qui est ce virus à l'origine de la Covid-19 et donc les grandes questions qu'on se pose quand on parle de vaccination contre un microbe, c'est quels sont les risques en fait de ce microbe, donc quels sont les risques du SARS-CoV-2 chez l'enfant. Donc on va voir ensemble quels sont ces risques. Ensuite, est-ce que le vaccin qu'on propose protège contre ces risques?
Donc y aurait-il un bénéfice à vacciner les enfants? Et aussi, est-ce que ce vaccin est bien toléré? Donc ça, c'est les 3 grandes questions. Les risques du SARS-CoV-2, la tolérance du vaccin et la protection liée au vaccin que nous allons voir ensemble dans les prochains moments. Est-ce que j'attends les diapos? Vous me dites. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir les diapos. C'est plus simple. J'ai un gros problème de fichier. L'enregistrement qui s'est pas fait, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je Donc, après, on va avoir un temps d'échange et de questions. Donc, du coup, je vous expose les données et vous allez avoir les diapositives qui vont s'afficher. Donc, les risques du SARS-CoV-2 chez l'enfant, en particulier donc, pour la population des 5 à 11 ans, on va aborder 3 points ensemble. Le premier, donc, c'est l'infection à ce SARS-CoV-2, qui s'appelle donc la Covid-19, dont on entend parler là, bien comme il faut depuis 2 ans. Et donc, cette infection à SARS-CoV-2, vous en avez entendu parler chez l'enfant. Elle est plutôt vraiment bénigne, avec effectivement des symptômes embêtants et qui mettent KO les enfants, mais avec peu de formes graves. Mais ces formes graves existent tout de même, elles sont à déplorer lorsque ça arrive à un enfant, et elles sont en particulier à des enfants qui ont des comorbidités, que ce soit des problèmes cardiaques, respiratoires, des antécédents de prématurité, donc c'est-à-dire naître né trop tôt. Donc ça, c'est un des premiers risques du SARS-CoV-2, donc c'est la Covid-19, cette infection. Après, dans un deuxième temps, il y a aussi le PIMS, qu'a évoqué tout à l'heure ma collègue, le docteur Quelet. Donc ce PIMS, c'est un syndrome inflammatoire qui survient 2 à 6 semaines après l'infection à la SARS-CoV-2 et qui est vraiment spécifique à l'enfant, avec du coup des défaillances d'organes sévères, donc avec le cœur en particulier qui peut être atteint. C'est rare, mais déplorable lorsque ça arrive aussi, et donc ça fait partie des conséquences du PIMS, c'est des choses qu'on aimerait éviter grâce à la vaccination. Et donc le troisième point, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout, et qui a participé à la saturation aussi du système de santé, en particulier en pédiatrie et chez les jeunes adultes, c'est du coup les conséquences psychosociales de l'infection à SARS-CoV-2, du Covid-19, des mesures de confinement, des tests et autotests, et encore autotests, du stress sur la contagiosité des infections au SARS-CoV-2. Et donc ce retentissement avec du stress, de l'anxiété, des dépressions, font partie des choses qui vont avec le risque dû au Covid-19 chez les enfants. Donc ces 3 points sont donc la Covid, le PIMS, donc ce syndrome inflammatoire, et le retentissement psychosocial sont donc des points très embêtants et les risques du SARS-CoV-2 chez l'enfant. Si vous voulez, je fais juste une petite pause, excusez-moi, si vous voulez, j'ai ma clé USB avec le... Je suis désolée. Non, mais en fait, si vous voulez, je l'avais. Hein. Ça doit être bon. D'accord. Désolée. Du coup, comme on mettra la diapo, vous verrez les 3 points qui s'affichent. Mais donc du coup, ces risques donc, du SARS-CoV-2 chez l'enfant sont donc la Covid, le PIMS et donc ce retentissement psychosocial. Et donc du coup, on va regarder un petit peu les chiffres ensemble. Ah, on a les diapositives. On arrive, si vous voulez, on peut passer un petit peu le début. On va avancer encore. Regardez, il y a un point où on voit les 3 données que j'ai dites. Voilà. Donc ça, c'était les 3 points qu'on a vus ensemble. Donc les risques du SARS-CoV-2 chez l'enfant, avec donc l'infection aiguë, ce syndrome inflammatoire vraiment avec atteinte de gros organes et beaucoup d'hospitalisation en unité de soins critiques et de réanimation, et le retentissement psychosocial. Et donc les chiffres que j'étais en train de mentionner, c'est donc en France, il y a 5 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans. Et donc vous voyez là, ce sont les données jusqu'à décembre. Donc c'était effectivement quand Omicron était en train d'arriver. Et on voit que finalement sur ces 5 millions d'enfants, il n'y a eu que, et donc fort heureusement, 1284 hospitalisations, 226 cas en réanimation, 351 syndromes inflammatoires et 3 décès. Effectivement, ce sont de petits chiffres par rapport à 5 millions d'enfants, mais ça reste des chiffres déplorables. Un décès reste un décès très... c'est horrible. Être en réanimation, c'est pas quelque chose qu'on souhaite à n'importe qui. Donc c'est peu, mais ça arrive. Et donc, voici, ça fait partie des risques du SARS-CoV-2. Donc après, sur ce variant Omicron, là, qui est en train de tous nous embêter énormément, dont vous entendez beaucoup parler, comme le disait Dr. Quelet tout à l'heure, effectivement, il y a énormément, beaucoup plus de cas là, du variant Omicron chez l'enfant, puisque ceux-ci ont été peu infectés auparavant et qu'il y a une transmission énorme de ce variant. Du coup, les nombres de cas augmentent et donc les hospitalisations aussi.
Mais là où je me veux un petit message quand même optimiste et rassurant, c'est que le nombre d'hospitalisations augmente, mais il y a aussi beaucoup de Covid fortuits, c'est-à-dire des enfants qui sont hospitalisés pour une fracture de bras, une fracture grave par exemple, et en fait au cours de son hospitalisation on se rend compte qu'il a en fait une infection à Covid-19, à SARS-CoV-2, puisqu'en fait il a été cas contact et il l'a développé. Donc c'est vrai qu'en plus comme il y a beaucoup plus de cas en dehors de l'hôpital, il y en a beaucoup plus en hospitalisation, mais les formes là de Omicron ne sont pas plus graves chez l'enfant. Par contre, en nombre, il y en a beaucoup plus, et donc effectivement plus d'hospitalisation, et on a énormément peur qu'il y ait aussi plus de PIMS, puisque plus de cas, donc on a peur que 2 à 6 semaines après les cas, il y ait plus de PIMS. Donc voici les risques. Après, on a une diapositive qui arrive sur voici les risques chez l'enfant, et donc ce vaccin, est-il efficace? Eh bien oui, des études bien menées avec des bases scientifiques très fortes ont montré qu'il y avait une efficacité vraiment très importante du vaccin contre les infections à SARS-CoV-2 et contre la Covid-19, et aussi une protection avérée contre ces syndromes inflammatoires post-Covid. Donc ça, c'est super. Ensuite, du coup, on peut regarder si ce vaccin protège bien les enfants et est-ce qu'il est bien toléré. Et donc là, on a vraiment des données de pharmacovigilance fortes et avec un système de veille très important qui a lieu en France, en Europe, dans le monde. Vous voyez tous les cas, toutes les données avec le nombre d'enfants vaccinés aux États-Unis, au Canada. J'ai pas mis les chiffres pour l'Italie et l'Espagne, mais ma collègue vous les a montrés. Donc on a énormément d'enfants vaccinés et donc des données là-dessus. Et on sait décrire les effets indésirables et on sait que le vaccin est bien toléré et sûr. Voilà. Donc une fois qu'on se dit il y a des risques du SARS-CoV-2, il y a quand même des enfants gravement atteints, le vaccin il est sûr, il est bien toléré. Bon, mais comment ça marche? Bon, ben, en pratique, donc depuis le 22 décembre, cette infection contre le SARS-CoV-2 a été recommandée au niveau national français à tout enfant âgé de 5 à 11 ans. Et avec les sociétés de pédiatrie, la société française, les groupes de pathologies spécifiques pédiatriques, on propose de vacciner essentiellement les enfants avec comorbidité et dans l'entourage d'une personne à risque. Disons que tout enfant a nécessité et peut être protégé contre le SARS-CoV-2 grâce au vaccin, mais alors c'est encore plus important d'être protégé quand on a des comorbidités ou qu'on vit dans l'entourage d'une personne à risque. Et donc je vous ai cité des comorbidités autour. Les seules contre-indications qu'on a, c'est une allergie au vaccin, c'est quand même très peu rapporté. Si on a fait une inflammation ou une myocardite après une infection à Covid-19. On peut voir la diapo d'après. Donc le vaccin proposé, c'est un vaccin, donc c'est le Comirnaty, et c'est une dose vraiment inférieure à celle de l'adulte, puisque les mécanismes immunitaires de l'enfant sont super costauds, super forts, et il se protège encore mieux que l'adulte, avec une dose qui est un tiers de celle de l'adulte. Donc ça, c'est super. Qui peut vacciner? Depuis quelques temps, là, on peut vacciner beaucoup plus les enfants, les médecins, les infirmiers, sages-femmes, pharmaciens. Donc ça peut être en centre de vaccination ou en pharmacie, chez votre médecin traitant. Comment ça se passe? Je vais vous montrer du coup la diapo d'après, où vous voyez le questionnaire de vaccination qui est à remplir lors de l'entretien pré-vaccination. C'est un questionnaire qui est spécifique à la pédiatrie. Votre enfant a-t-il déjà eu la Covid? Votre enfant a-t-il des allergies? Votre enfant a-t-il des pathologies particulières, etc. Ensuite, il y a une autorisation parentale à remplir. Un seul des parents doit remplir cette autorisation, mais il est nécessaire d'avoir l'autorisation parentale. Il n'y a pas d'autorisation de l'enfant, puisque c'est une personne mineure et c'est difficile de recueillir son autorisation. Il est passé sous l'autorité de son parent, mais par contre, des informations lui sont transmises effectivement, et on lui explique les bénéfices, les inconvénients de la vaccination. Et en petit, j'ai marqué la carte vitale, parce qu'effectivement, ça vaut le coup d'avoir sa carte vitale pour faire le vaccin contre le SARS-CoV-2. Et donc, sur la diapo d'après, on regarde un peu plus comment ça marche, cette histoire de dose. Donc, pour l'instant, je parle des données connues au 9 février et des recommandations avec les variants qu'on connaît et les infections qu'on connaît. Donc si mon enfant a déjà eu la Covid, on fait une seule dose et c'est 2 mois après l'infection, puisqu'on sait que comme les enfants réagissent très bien et se protègent très fort, avec une dose pour l'instant, ils arrivent à avoir une grosse immunité contre le SARS-CoV-2. Et si mon enfant n'a jamais eu la Covid, on fera une dose de vaccination et il faudra qu'il y ait un TROD sérologique qui soit fait. Donc TROD, c'est pour test rapide d'orientation diagnostique. Et donc en fait, c'est un test qui est fait par une goutte de sang au bout du doigt et dont on a la réponse en quelques minutes.
Et s'il est positif, c'est que probablement il a fait la Covid-19. Mais il peut ne pas s'en être aperçu, puisqu'on sait que ça peut donner des symptômes vraiment minimes. Dans ce cas, une seule dose de vaccin suffira, puisqu'en fait ce sera comme un deuxième booster de son immunité, et il sera bien protégé. Si par contre c'est négatif, il faut 2 doses pour avoir une immunité conséquente. Ensuite, ça arrive souvent, il me semble, en ce moment. C'est mon enfant est cas contact, qu'est-ce que je fais? Mais si votre enfant est cas contact et que vous avez rendez-vous pour le faire vacciner, il faut reporter ce rendez-vous, faire un test pour rechercher le SARS-CoV-2. S'il est négatif, il pourrait être vacciné. S'il est positif, c'est qu'il a une infection aiguë à SARS-CoV-2 en cours, et donc il faudra reporter la vaccination dans 2 mois. Ensuite, il y a le cas particulier de l'enfant immunodéprimé, donc ça veut dire qu'il ne sait pas se défendre. Dans ce cas, c'est le médecin référent de votre enfant qui pourra vous aider. Il peut s'avérer utile de faire 3 doses pour votre enfant pour convenablement le protéger, puisqu'il sait un peu moins se défendre que les autres enfants. Et enfin, avec la circulation intense du variant Omicron, il peut arriver que votre enfant développe une infection à SARS-CoV-2 après avoir été vacciné. Donc si c'est moins de 15 jours après une vaccination contre le SARS-CoV-2, mais du coup cette infection, elle ne va pas suffisamment stimuler son système immunitaire pour du coup produire assez d'anticorps et de défense et que ce soit efficace. Donc du coup, il aura une 2e dose qui sera à faire par contre, pas dans 21 jours, mais un peu plus tardivement. Si par contre l'infection à SARS-CoV-2 elle a lieu 15 jours après la vaccination, on a vu ensemble, la vaccination protège essentiellement contre les formes graves et les formes inflammatoires, donc il peut avoir une infection à SARS-CoV-2. Dans ce cas, il faudra se dire la vaccination maintenant est complète, puisqu'il a eu une dose, et là, hop, ça a restimulé son système immunitaire et il est protégé. Je crois qu'après, on n'est pas trop mauvais. Et donc, merci pour votre attention. J'espère que ces schémas de combien de doses, comment faire, vous ont un peu aidé. Et puis maintenant, peut-être qu'on va pouvoir répondre aux questions. Alors, j'ai des questions. J'ai reçu des questions par le biais du chat. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions. Alors, j'essaye de prendre un peu dans l'ordre. Y a-t-il des effets secondaires à la vaccination? Donc ça, je l'avais mis sur une de mes diapositives. Donc comme toute vaccination, effectivement, il y a des effets secondaires. Celui qui est le plus rapporté, c'est la douleur au point d'injection. Je ne sais pas si vous l'avez noté ou pas sur doses d'injection quand votre enfant a été vacciné, peut-être dans la plus petite enfance, mais effectivement, ça fait mal. Et on peut avoir une douleur au niveau du site d'injection. Donc c'est le bras pour les enfants de 5 à 11 ans. Après les autres effets indésirables, il y a essentiellement de la fatigue dans les 24-48 heures après, puisque le corps est quand même en train de réagir contre mais du coup une stimulation immunitaire, de la fièvre, c'est rapporté dans 70% des cas, et des courbatures. C'est essentiellement ça. Après, je pense qu'il vous posez la question aussi, dans la formulation, est-ce qu'il y a des effets secondaires à plus long terme en fait? Donc, voilà. Ce qui embête beaucoup les gens, c'est cette question du vaccin à ARNM, donc à ARN messager. Donc vous avez depuis 2 ans qu'on en parle beaucoup, vous avez compris ce vaccin à ARN messager, ça fait quand même très longtemps que des équipes travaillent dessus, et donc vous avez compris le principe, l'ARN messager va être injecté par le biais du vaccin, rentrer dans la cellule et être rapidement détruit en moins de 24 heures. Donc il n'y a aucun risque de persistance de l'ARN messager, de changement de patrimoine génétique et tout ça, si c'était ça les questions. Après, on a pour l'instant effectivement du recul de 1 an et quelques sur les vaccins des plus grands, et effectivement, on n'a pas des années et des années de recul sur ce vaccin spécifique-là. Mais les études qui datent d'il y a plus de 1 an et demi n'ont pas mis en évidence d'effets à long terme. Vous me dites si vous voulez compléter. Hein. On peut faire un sur 2, si vous voulez d'ailleurs. Est-ce qu'il vaut la peine de vacciner maintenant avec ces taux d'incidence? Et du coup, est-ce qu'il reste des enfants qui n'ont pas eu la Covid? Voilà. Alors c'est vrai que le taux d'incidence est très élevé chez les enfants. Il reste des enfants qui n'ont pas eu la Covid. Et je pense que ce que vous a montré le docteur Favier, c'est bien sûr
majoritairement la maladie est bénigne, mais qu'elle ne l'est pas toujours. Donc à titre individuel, ça me paraît légitime de vacciner les enfants. Et si on se projette à plus long terme, avoir une couverture, avoir une population qui est immune, soit parce qu'elle a été contaminée, soit parce qu'elle a été vaccinée, plus cette population va être importante, plus elle va faire barrage au virus et peut-être barrage à l'émergence de nouveaux variants. Donc moi, je pense que oui, encore aujourd'hui, c'est utile de vacciner les enfants. Surtout qu'on a un vaccin bien toléré, efficace sur les formes graves, même si elles sont rares, elles restent déplorables. Donc si on sait que ça marche, ben, allons-y. Une question, si l'enfant a eu le Covid, sans le savoir, peut-il être vacciné malgré tout? Donc on a un peu répondu, mais bon, ça vaut peut-être le coup de repréciser. C'était le schéma où il y avait mon enfant n'a pas eu le Covid, puisque du coup on pense qu'il n'a pas eu, et c'est pour ça qu'on fait ces tests sérologiques dont je parlais. Et donc effectivement, si il l'a déjà eu sans le savoir, mais qu'il reçoit une dose de vaccination, du coup il aura une immunité qui sera parfaitement efficace contre le SARS-CoV-2 et ce sera bon. Mais il n'aura qu'une seule dose, puisque le test sérologique sera positif. Donc on saura qu'il l'a eu en fait. On demande, est-ce qu'il existe des Covid longs chez les enfants? Donc c'est en cours de description et effectivement on a l'impression qu'il y a des Covid longs chez l'enfant qui sont quand même beaucoup moins importants que chez l'adulte, déjà en nombre d'enfants et en durée des symptômes, puisqu'on a l'impression qu'en fait les symptômes, la durée maximum qu'on a trouvée c'est 3-4 mois. Avec effectivement asthénie, parfois état un peu subfébrile, des douleurs diffuses. Ils n'ont jamais été sévères puisqu'ils se sont résolus. La gravité étant surtout de tout attribuer au Covid, enfin à la Covid, et que ce soit pas autre chose qui soit en train d'évoluer. Donc il faut quand même faire attention à ça. Mais effectivement ça arrive. Donc on n'est pas encore très bien les mécanismes, mais ça arrive. Mais vraiment ça évolue bien si c'est pris en charge convenablement par votre médecin traitant. Et d'ailleurs ça pourrait aussi être un des avantages de la vaccination. Je fais pas le Covid, donc j'ai pas de Covid long. J'ai une question à savoir, qu'est-ce que le syndrome de PIMS? Un peu plus de précision. Vous voulez plus précisément que... Oui, je me suis pas appesantie dessus parce que fallait être un peu succinct. Donc le PIMS, c'est de l'anglais, c'est pour Pediatric Inflammatory Multisystémique Syndrome. Donc c'est syndrome inflammatoire multisystémique, donc ça veut dire que beaucoup d'organes de systèmes du corps sont atteints, et donc syndrome. Donc en gros c'est le corps qui 2 à 6 semaines après une infection par le SARS-CoV-2 va réagir très fort et produire beaucoup d'inflammation par des voies qu'on connaît plus ou moins et qui sont un peu propres à chacun, et avec une grosse défaillance cardiaque en particulier et d'autres atteintes d'organes. On connaît très bien le traitement maintenant, c'est donc en réanimation avec des corticoïdes, on appelle ça, et d'autres traitements. Et heureusement, ça évolue bien la plupart du temps parce que maintenant on sait bien le traiter. C'est plutôt d'ailleurs les enfants âgés, la médiane d'âge c'est 7 ans, un tout petit peu plus les garçons que les filles. Et voilà. Je sais pas si c'était ça. C'est un peu plus clair. Oui, je pense que c'est bien qu'on ait fait cette précision. J'ai une question. Ne serait-il pas préférable d'attendre un vaccin remanié qui protégerait contre le variant Omicron? On n'a pas le temps. Alors, je pense que en fait, un certain nombre de virus évoluent. C'est le cas du virus de la grippe. C'est visiblement le cas de ce virus. Et donc, certainement, on va travailler sur des nouvelles formulations de vaccins qui vont prendre en compte les différents variants. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on a un vaccin qui est efficace, et notamment qui est efficace contre les formes graves. Ce qui était en fait le cahier des charges, je dirais, au début de la vaccination contre la Covid. On souhaitait avoir un vaccin qui protège des formes graves et des décès. Et le vaccin qu'on a à l'heure actuelle, malgré les différents variants qui se sont succédés, continue à protéger contre les formes graves et les décès. Donc,
certainement qu'on verra apparaître un jour un nouveau vaccin contre le SARS-CoV-2 et qui intégrera probablement d'autres variants, mais à l'heure actuelle, le vaccin qu'on a est quand même reste adapté à cette protection contre les formes graves. Les formes graves de Covid ne touchent-elles pas que les enfants fragiles? Mais pas que. Oui. C'est à peu près 50%. Alors c'est un peu disparate selon les études, mais pas que, effectivement. C'est un peu comme tout virus. Parfois, on ne sait pas pourquoi quelqu'un est un peu plus touché qu'un autre. Et donc, effectivement, les anciens prématurés, les patients avec des pathologies sévères, cardiaques, neurologiques, pulmonaires, oui. Mais il y a quand même un tiers, une moitié des enfants qui n'ont pas de pathologie et qui peuvent avoir... Donc les formes graves, ça va être essentiellement des troubles respiratoires nécessitant de l'oxygène ou parfois même de la ventilation plus forte, des soucis digestifs des fois très forts avec besoin d'être réhydraté par les veines. Des fois il y a des formes neurologiques qu'on a eues avec des atteintes au niveau de la tête chez les enfants et malheureusement pas que. Donc effectivement, comme ils sont quand même au moins 50%, c'est eux qui ont été ciblés en premier et qu'on pense être vraiment très importants à vacciner, mais quand même, pas que. On a une question un peu du même ordre. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas laisser faire l'immunité naturelle? L'immunité naturelle faire son boulot. C'est l'éternelle question vis-à-vis de la vaccination. C'est une question qui n'est pas uniquement celle de la vaccination contre le SARS-CoV-2. Je vous ai parlé tout à l'heure de la balance bénéfice-risque. Vraiment, quand on introduit un vaccin dans le calendrier vaccinal ou dans les recommandations vaccinales, c'est toujours après avoir pris en compte la gravité potentielle de la maladie et ce qu'on connaît du vaccin en termes de sécurité vaccinale et en termes d'efficacité. Et quand on a cette réflexion-là, je pense qu'on n'a jamais intérêt à laisser faire la nature, puisque comme vous l'a expliqué le docteur Favier, il y a quand même des cas graves. Et moi je pense ce qui est important aussi, c'est tout ce on subit ces enfants depuis 2 ans avec des arrêts d'école, des contraintes où ils n'ont pas pu vivre leur vie normale de petits-enfants, aussi bien sur le plan de la sociabilité que des apprentissages scolaires. Et je pense que si on prend en compte à la fois le risque physique de la maladie et ce risque plus psychologique, je pense qu'on n'a pas intérêt à laisser faire la maladie. Alors, la question suivante, c'est est-il nécessaire de vacciner son enfant 2 mois après l'infection et est-ce qu'il sera nécessaire de vacciner tous les 2 mois ou quelle durée sera la protection de la vaccination? On ne sait pas encore en fait. Donc oui, on sait que en tout cas une seule stimulation, que ce soit par la vaccination ou par l'infection par le SARS-CoV-2, suffit pas à avoir une immunité très très forte contre ce SARS-CoV-2 et à protéger contre des formes graves ou des syndromes inflammatoires multisystémiques ou des Covid longs. Mais après, c'est effectivement une autre des questions, c'est tous les combien de temps va-t-on devoir se vacciner, parce que combien de temps l'immunité durera. On ne sait pas encore. Pour les adolescents, par exemple, il y a la 3e dose ou la 2e s'il avait déjà fait un Covid qui vient d'être mise en place, mais plutôt 6 mois après, parce qu'on sait que leur système immunitaire produit quand même des anticorps et tout un autre panel de défense qui dure plus longtemps que celle d'un adulte. Et un enfant de 5 à 11 ans a peut-être encore plus de défense immunitaire super fortiche, et donc peut-être qu'il y aura encore plus longtemps des anticorps et des défenses qui resteront après vaccin ou infection. Mais en tout cas, une seule dose ou une seule infection suffit pas. Mais effectivement, et c'est là qu'il faut savoir dire qu'on ne sait pas, c'est peut-être qu'il faudra régulièrement être revacciné. Ça, on ne sait pas du tout. Je pense que c'est quelque chose aussi qui se rejoint un peu. Les enfants étant peu touchés par des formes graves, pourquoi ne pas prendre en compte la balance bénéfice-risque
Oui, du coup, j'entends, y a-t-il vraiment un intérêt individuel? Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on a pris en compte la balance bénéfice-risque et à l'heure actuelle, il semble raisonnable de proposer la vaccination à toute cette tranche d'âge. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Le trot fait-il mal? Est-ce que ça fait mal? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens avoir une piqûre pour regarder le taux de glycémie dans le sang quand on est diabétique ou quand on fait ça. Mais c'est un peu pareil, c'est une piqûre au bout du doigt. On prend une goutte de sang, donc c'est effectivement désagréable. On fait une piqûre et on prend une goutte de sang qu'on met. Oui, on le sent. Okay. Est-il possible qu'une obligation vaccinale à la Covid soit imposée? Alors je pense que c'est pour les enfants. Ça, on va peut-être pas faire de... Je sais pas. Oui, je pense qu'on ne sait pas. À l'heure actuelle, en tout cas en France, c'est pas l'option qui a été prise, puisque les seules personnes pour lesquelles il y a une obligation vaccinale, c'est les professionnels de santé au sens large. Et il n'y a pas eu d'obligation pour la population générale. Ça, c'est ce qui est le cas au jour où je vous parle. Ok. Une question, le PIMS ne fait pas partie aussi des possibles effets secondaires du vaccin? Ça fait partie des données qu'on recueille au niveau de la pharmacovigilance. Et pour l'instant, comme les myocardites, on se rend compte qu'il n'y a pas eu en fait de cas de syndrome inflammatoire multisystémique post-vaccinal en France ni dans les pays européens. Il y a eu quelques cas d'inflammation du cœur, mais sans défaillance multiviscérale associée. Mais c'est effectivement très regardé, colligé, et pour l'instant, non. Donc voilà. Et sur le coup des myocardites, vous en avez peut-être entendu beaucoup parler, surtout pour les jeunes hommes, on s'est quand même rendu compte que chez les enfants, il y en avait très peu, puisque vous avez vu aux États-Unis, il y a eu 8 millions de doses faites et 12 cas de myocardite. Donc ça reste vraiment très faible, sachant que par contre le risque d'une myocardite après une infection ou pendant une infection au SARS-CoV-2 est vraiment beaucoup plus important. Alors je regarde si j'ai de nouvelles questions. Alors pourquoi n'avons pas un vaccin classique, donc par ARN je suppose, dont la technologie a été prouvée? En fait, les vaccins ARN étaient déjà des vaccins, on avait déjà des connaissances sur les vaccins ARN, et donc quand il a fallu fabriquer un vaccin, et fabriquer rapidement un vaccin, la technologie par ARN est apparue comme étant une technologie déjà connue et rapide. Pour fabriquer des vaccins plus classiques, comme ce qui est dit, mais il y a plusieurs modalités de fabrication de vaccins, mais il faut cultiver le virus, et ça prend du temps. Alors que là, on prend un fragment de particules virales, de matériel génétique du virus, qui va permettre beaucoup plus rapidement de fabriquer ce vaccin. Et donc, je ne sais pas si... Parce qu'on voit ça au jour où on est aujourd'hui, mais ça fait 2 ans que le monde entier est dans cette pandémie, et finalement, ça a été une sorte de course contre la montre pour essayer de trouver un vaccin efficace qui permette de retrouver le plus rapidement possible une vie normale. Et cette technologie était une technologie qui a permis de cette fabrication rapide. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter. Et niveau tolérance, vous avez dû suivre, c'est quand même le vaccin le mieux toléré pour l'instant contre le SARS-CoV-2. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul pour l'instant proposé chez les enfants et les adolescents, ce vaccin ARN, puisque les autres vaccins ont malheureusement eu d'autres effets au niveau inflammatoire qu'on craignait chez les enfants et adolescents. Donc c'est en plus, en fait c'est une super chance que d'avoir cette technologie et d'avoir ce vaccin ARNM qui, on le répète, rentre dans la cellule et est éliminé très rapidement et permet une production très locale de protéines, et hop, les anticorps et tout le système immunitaire agit.
Et après, pour compléter, quand on fabrique un vaccin, on regarde la tolérance et on regarde aussi l'efficacité. Et les autres vaccins qui ont pu être développés n'avaient pas le niveau d'efficacité qu'ont aujourd'hui ces vaccins RNM. D'accord. Alors j'ai une question un peu plus question protocole, je pense, éducation nationale, enfin école. Dois-je faire tester mon enfant alors qu'il est vacciné? Donc on n'a pas précision de l'âge. Et du coup, je poserai la question complémentaire en suivant. Alors, en fait, il y a des protocoles et ces protocoles impliquent que les enfants vaccinés peuvent retourner à l'école, ce qui est très important, mais il faut qu'ils aient la preuve d'avoir un test négatif, puisqu'on voit que notamment le virus Omicron est très contagieux et qu'il y a quand même des cas, alors beaucoup qui même peuvent passer inaperçus chez des enfants vaccinés, mais qui peuvent être source de contamination pour les autres. Donc malheureusement, encore aujourd'hui, il faut tester ces enfants vaccinés. C'est ce qu'on discutait avec le docteur Collet, c'est qu'effectivement, on sait que quand on a fait une infection, pour l'instant, on est considéré comme non cas contact pendant les 2 mois après l'infection. On n'arrive pas encore à bien savoir si l'infection est plus protectrice, la vaccination ou pas. Et avec le manque de données pour l'instant vraiment sur ce recul, les recommandations nationales sont de pouvoir être encore considérées comme cas contact malgré une vaccination complète. Peut-être qu'elles vont être amenées à changer, mais pour l'instant, effectivement, c'est la différence entre la protection après l'infection et après la vaccination qui est encore un peu difficile. Peut-être que c'était ça qui était sous-jacent dans la question. La question sous-jacente, c'était est-ce que ça peut évoluer? Du coup, ça voulait dire, je pense, ne plus tester les enfants une fois qu'ils sont vaccinés. Mais voilà, c'était ça la il y aura certainement, ce que je vous disais en introduction, c'est qu'en fait, on apprend tous les jours de ce virus et des vaccins et donc à date, on considère que la stratégie de dépistage, elle est celle-là pour essayer de contenir la circulation virale si on y arrive. Il est très probable que cette stratégie, on voit depuis 2 ans que la stratégie de dépistage, elle a évolué en permanence et elle évoluera sûrement encore. Dans quel sens, je ne peux pas vous le dire. Cas contact, mon enfant est cas contact, est-ce que je peux le faire vacciner? J'avais mis une petite diapo là-dessus, donc effectivement si votre enfant est cas contact à risque, donc effectivement maintenant on dit cas contact, mais cas contact on parle bien d'un cas contact à risque, c'est-à-dire sans mesure barrière avec une personne qui était trop contagieuse au moment du contact. Dans ce cas effectivement il est recommandé, de ne pas se vacciner tant qu'on ne sait pas encore si le contact débouchera sur une infection à Covid ou pas. Puisque dans ce cas, en fait, l'infection à Covid va donner une réaction immunitaire et donc la vaccination ne changerait rien ce serait trop précoce par rapport à l'infection pour protéger de quoi que ce soit. Donc si mon enfant est cas contact, il faut qu'il soit testé. Et si les tests sont négatifs, les tests selon le cas contact, la nature du cas contact, on pourra être vacciné, mais on avait dit que c'était plutôt à 7 jours après le cas contact, si je suis négatif, je peux me vacciner. Donc reporter. C'est d'ailleurs un des problèmes que décrivent certains cabinets et centres de vaccination, c'est que comme les enfants sont régulièrement cas contact, malheureusement sur les rendez-vous, c'est parfois un peu compliqué. Mais... Alors ce qui a été un peu décidé au niveau national, justement parce qu'ils sont cas contact en permanence, c'est de dire... qu'à partir du moment où ils ont un test négatif, on va les vacciner pour essayer d'avoir une sorte de fenêtre d'opportunité où on sait qu'ils sont négatifs et qu'on les vaccine, en sachant qu'effectivement, comme ils sont cas contact en permanence, pour essayer de... Il y avait cette notion du 7 jours qui avait été donné, et puis effectivement maintenant c'est plutôt revenu dessus. Sachant que si jamais votre enfant fait une infection à Covid-19 et est vacciné de façon contemporaine, il n'y a pas plus de risque d'infection sévère, plus de risque en lien avec la vaccination. C'est juste qu'en fait, les 2 stimulations immunitaires vont se regrouper et il n'y aura pas de bénéfice à la vaccination en fait. Ce sera un vaccin qui ne sera pas très utile, mais il n'y aura pas de risque pour votre enfant.
ça qui est le plus important peut-être. Alors, oui, cas contact, on me demande de préciser si un autotest est suffisant. Je suppose que c'est plutôt un... Alors en fait, il y a un protocole éducation nationale qui prévoit que les enfants bénéficient d'autotests à J0, J2, J4 et que pour sortir de l'isolement, enfin pour sortir de... ben non, c'est des autotests. La question c'était est-ce qu'un autotest suffit avant de se faire vacciner? Effectivement, si votre enfant est asymptomatique et que vous pratiquez quand même correctement l'autotest, normalement il est suffisamment bien pour dire qu'on vaccine. Mais c'est vrai que l'autotest est un peu moins sensible qu'un test antigénique ou une PCR. Une question personnelle. Est-ce que nos enfants sont dans cette tranche d'âge? Je suppose. Je sais pas si c'est indispensable d'y répondre. Bon, après, c'est pas un critère. Oui. Vous savez, quand on fait notre travail de médecin, notre travail avec le docteur Quelet aujourd'hui, c'était de vous présenter les choses sans vous obliger, sans vous montrer quoi que ce soit, c'est vous dire voici les bénéfices, voici les risques. Et je pense qu'après, chacun sur le plan personnel, on les pèse et on prend nos décisions. Mais il y a le côté où on est professionnel. C'était vraiment l'objectif de cette réunion, c'était de répondre à vos questions pour vous permettre de faire un choix éclairé en toute connaissance de cause et peut-être poser les questions complémentaires à votre médecin, mais voilà, vous avez une base de connaissances. On n'est pas là pour inciter ou pas à la vaccination, c'est juste vous présenter l'état des connaissances aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à la fin de ces questions, ou du moins j'ai d'autres questions, mais elles se rapprochent un petit peu celles qu'on a déjà répondu. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous souhaitez... Est-ce que vous voulez conclure? D'abord, vous remercier, Dr Fabier, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Vous remercier à tous de vous être connectés. Vous pourrez retrouver les questions et les réponses sur le site de l'ARS, un lien pour revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne soirée.